me vois avoir un enfant en France, mais je me vois avoir un enfant dans la France que j'ai commencé à façonner et que je visualise pour mes enfants. Et donc en fait, je suis bloqué, je me dis ok, je peux pas aller à l'étranger, la France elle est pas comme j'aime, mais je veux avoir des enfants. Et en fait, la seule solution qui résout ce problème, de façon très rationnelle, c'est il faut que je modèle la France pour que je puisse y faire des enfants. Donc je me dis ok, en fait, il faut que je fasse de la politique, ou au moins il faut qu'avec ma visibilité, je fasse le plus possible pour que ça aille dans le sens que je veux. Et donc je me dis ok, là je suis une grosse merde si je fais pas mon max pour que ça aille dans le sens que je veux, quoi. En fait, je suis dans ma petite vie qui marche très très bien. Je fais plein de vues, je fais plein d'argent. Je suis dans le milieu, donc en fait, tous les 2 jours, il y a un truc, une LAN, le Z-Event, c'est la charité. On fait... je suis dans le monde vraiment des bobos gauchistes de à quoi bon s'intéresser à remettre tout en question, puisque notre vie est super, et qu'on peut juste dire c'est pas bien la guerre, les pauvres c'est pas bien, il faut aider la Palestine. Vraiment, je te jure, je suis pas dans le délire militant que eux font. Mais je suis en mode, bah ouais, la vie elle est super belle, on prône la paix, c'est super. Mais en fait, quelle naïveté. 2024, 2025, 2026, je me dis, ok, en fait, je vois que la France est en train de changer. J'ai l'impression qu'on rentre dans une rupture démographique, civilisationnelle presque, et surtout économique. Et je sens que là, 50 plus dans ces conditions, je sens qu'on va tellement être à la ramasse. Sardoche, bonjour. Salut, Merci d'avoir accepté cette invitation, Sardoche. avec grand plaisir. Bon, comme le veut la tradition de l'émission, la première question, c'est qui est Sardoche? Est-ce que tu pourrais t'auto-présenter? En tant que streamer et personnalité d'internet, moi je suis connu comme étant... Bah, déjà je suis un streamer, je fais du jeu vidéo en live, je discute de l'actualité, c'est très détente, on vient... les gens viennent se poser pendant qu'ils taffent, pendant qu'ils ont envie de passer un peu le temps, et ils ont le chat, c'est en direct. Moi je suis connu comme étant un mec qui tryhard énormément, c'est-à-dire que je vais pousser à fond tout ce que je fais, essayer d'être le meilleur. Donc ouais, très compétitif dans tout. Même quand je vais faire du piano, enfin, que je vais faire des échecs, je vais chercher à peaufiner tout. Donc ça, c'est ma personnalité en tant que streamer. Maintenant, Andreas, j'ai fait ouais j'ai fait du stream mon métier, alors qu'à la base je faisais une école d'ingénieur. Sportif à la base. Quand j'ai commencé à streamer 12 heures par jour, c'est un peu parti en couille. Mais ouais, aujourd'hui, j'essaie de retrouver l'équilibre sport, art, jeux vidéo, politique. Du coup, ouais. Et qu'est-ce qui t'a pris comme ça d'arrêter tes études d'ingé et de te dire maintenant c'est le stream? Alors, j'ai pas arrêté d'un coup. Pas arrêter, bien sûr, pas arrêter d'un Non, coup, mais je j'ai veux dire. pas arrêté d'un coup dans le sens où j'ai fait une année sabbatique d'abord. Au début, c'était un mix. Je faisais du stream et l'école. Moi, j'ai fait d'abord prépa, maths sup, maths spé. J'étais à Paris et après j'ai rejoint une école d'ingénieur, on va dire rang B, pour rang B, B-, donc c'est une bonne école sans plus, mais une très bonne école d'informatique. Et ouais, je commence l'école d'ingé, c'est quand même très détente par rapport à la prépa où c'est 8h, 22h tous les jours, on dort à peine. Surtout qu'à l'époque déjà, je faisais un peu de jeux vidéo quand même en compète, mais très léger. Donc quand j'ai pu enfin avoir du temps libre, c'était une catharsis, quoi. J'ai vraiment fait ouais, une boulimie de jeux vidéo. J'ai envoyé du stream comme j'ai pu. Ouais, j'en fais tout ce que j'aurais aimé faire pendant que j'étais en prépa. Et je commençais déjà à gagner ma vie, alors que j'étais même pas encore en full time. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je prends une année sabbatique. En même temps, je faisais de l'e-sport, des compétitions de jeux vidéo. J'étais payé en tant que joueur, en tant que joueur pro. Et ça se passait bien, en fait. Je gagnais vraiment un beau salaire, bien supérieur à ce que j'aurais eu en ingé en France, quoi. Donc je me suis dit, ok, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et surtout, j'avais déjà l'intuition de me dire, la formalité, de trouver un job, de faire un entretien, d'avoir... je pense qu'elle est surpassée par le réseau, par l'intuition, par la tchatch, et puis par les projets perso, quoi. Donc je me suis dit, en fait, j'ai les compétences. Si demain je veux revenir dans le game de l'informatique, refaire de la programmation, je pourrais. Et j'avais déjà l'intuition que c'était un peu tellement facile que, tu vois, j'avais pas ce truc de, ok, les IA vont nous remplacer, mais je savais qu'il allait y avoir un truc qui faisait que c'était pas ça, tu vois. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse.
Et donc, ouais, je me suis jeté dans le streaming, j'ai explosé. 2015-2016, les premières années, vraiment, en full time, et ça marchait très bien, quoi. Donc, Quand tu dis j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est-à-dire que tu avais quoi? Tu as commencé par une auto-entreprise, je suppose? ouais, en plus, à l'époque, il y avait l'Acre. Donc, Ouais, l'Acre, c'était 10%. de 0 à 22%, je crois, ou 21,7, je crois. Et donc, linéairement sur 2 ans, donc en fait, les premiers mois, tu as 0% d'impôt, Hmm. quoi. Tant que tu dépasses pas une somme qui était quand même assez élevée. 70 000, un truc comme ça. Donc, je les avais pas, les 70 000, mais je m'en rapprochais. Et sur la fin, je les ai atteints, donc j'étais très content, quoi. Donc, ouais, c'était de belles premières années. Et après, ouais, ça a explosé, je suis passé en SASU très vite. Ouais, parce que tu étais assez jeune, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu te dis, OK, maintenant, je vais monter une boîte et en fait, je vais devenir un entrepreneur classique et j'arrête vraiment le côté étudiant. Ouais, surtout que j'ai personne à payer à ce moment-là. Ouais. C'est vraiment, je fais mon truc. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de vidéo. En plus, j'ai une chance inouïe, c'est qu'il y a des gens qui font des montages sur moi. Donc en fait, j'ai juste à faire le tri et dire, OK, toi tu travailles, toi je te laisse travailler et toi je te laisse pas travailler. Donc le mec il continue, il bosse pour lui, il se fait des thunes. Mais en fait, je m'en fous parce que c'est mon image qui est importante. Donc j'ai une chaîne Best of Sardoche qui fonctionne très bien. YouTube, c'est moins un délire aujourd'hui pour les streamers, parce que les gens sont moins fans de contenu live sur YouTube. Mais à l'époque, ça marche bien, les best-of, les trucs comme ça. Donc, j'ai un mec qui lance une chaîne sur moi, ça marche de ouf. Je lui dis, vas-y, tu gagnes 100% des revenus de la chaîne, mais par contre, tu essaies de faire un truc quali, ou je fais des retours et tu essaies de me suivre. Et d'ailleurs, c'est devenu mon associé après. C'est-à-dire que le gars, lui, il a monté sa boîte de. En fait, c'était vraiment un tryharder aussi comme moi. Il a monté sa boîte de montage vidéo. Donc, en fait, il a recruté des dizaines de monteurs et il faisait l'intermédiaire entre les monteurs et les youtubeurs. OK. Et après, il s'est fait racheter par Jelly Smack, qui est une énorme boîte de médias où ils font pareil des contenus montés et tout. Et donc, il s'est fait un pactole, genre peut-être 1 million, quoi. Enfin, vraiment, le mec, il avait 16 ans quand il commençait à bosser avec moi. Donc, comme quoi l'âge. Hmm. Ouais, comme quoi l'âge, bon voilà, selon le niveau de maturité, ça peut quand même valoir quelque chose. Et en fait, ouais, le gars à Full Tryhard, on a continué, puis aujourd'hui, on a ensemble une SCI, on fait de l'immobilier ensemble. C'est assez cool, ouais. Donc là, maintenant, tu es un vrai entrepreneur, quoi. Entrepreneur, non, parce que j'ai pas cette T'aimes fibre. pas le terme? En fait, j'investis sur moi-même. J'arrive pas à investir sur les autres et sur des projets. C'est-à-dire que là, même demain, imaginons, j'ai un truc, tu vois, j'ai un projet d'application. Ben, en fait, je vais me dire, OK, j'arrête tout ce que je fais et je programme pendant 6 mois le truc et je fais moi, quoi. Si vraiment, à un moment donné, j'ai besoin de me faire aider sur des trucs, genre, je sais pas, l'aspect sponsoring, trouver des partenaires, machin. Là, je vais embaucher un mec, mais quand j'aurai la certitude que mon truc, il marche, que j'ai créé de mes mains, quoi. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu limité, parce que, évidemment, si on veut scale un truc, il faut recruter des gens par peur d'investir, mais je trouve que, bah, on va y revenir après, mais la France, elle est très, 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 très. Ouais, c'est très dur mentalement de se dire, je vais embaucher un gars, quoi. C'est un pari complètement risqué. Et si on peut en parler dès maintenant, je pense que le code du travail n'aide pas du tout à ça. Il met tellement la pression sur les recruteurs. Et indirectement, du coup, bah, il filtre extrêmement ardument les recrutés. Et on arrive au final à quelque chose de très peu flexible, quoi. On a une société qui bouge pas, les gens qui sont pas capables de changer de taf quand ça leur plaît pas. Et donc, ouais, ça joue aussi sur le fait que moi, intuitivement, je me dis, OK, recruter plein de gens, c'est quand même potentiellement prendre le risque d'énormément se casser la gueule, quoi. Si tu veux, on peut effectivement en parler dès maintenant. Ouais. C'est vrai que tu as monté ta boîte assez jeune. Ouais. Bon, la France est assez connue pour être un plus que Un gros enfer millefeuille administratif déjà, dans Ouais. un premier temps. Comment est-ce que tu t'es débrouillé? Tu as demandé l'aide à tes parents ou tu t'es dit... Alors moi, j'ai de la chance, c'est que à la base, mon grand-père, donc c'est un pied-noir tunisien, il a emménagé en France. Enfin, ma mère est née en Tunisie et à la base, ils sont italiens. Et quand ils arrivent en France, ils montent son garage, une concession automobile, Nissan, à Garges-les-Gonesse, dans le 95. Mhm. Et ça se passe de ouf, ils recrutent toute la famille, quoi. Genre, mon oncle, il est vendeur, ma mère, elle est directrice administrative, donc elle fait énormément de comptabilité, on va y arriver. Ma grand-mère, elle est à la pompe d'essence. Voilà, enfin bref, toute la famille, elle est embauchée. Et ma mère, du coup, fait énormément de comptabilité. Donc, elle se forme sur le tas, elle n'a pas vraiment de diplôme. Mais quand moi, j'ai commencé à faire ma boîte, elle m'a aidé direct. Donc, même encore aujourd'hui, elle m'aide un peu en compta, j'ai un expert comptable. Mais elle me fait Donc ça m'a vraiment aidé parce que c'est le truc qui est un peu handicapant quand tu commences une entreprise. C'est tout ce qui est fiscalité, en fait. Donc, quand tu as quelqu'un qui t'aide pour ça, c'est une aubaine. Franchement, ça m'a aidé de fou. Bah, non, au début, je faisais mes premières factures et c'est après qu'elle m'a rejoint. Donc non, mais franchement, c'est simple quand tu as une auto-entreprise. En vrai, quand tu as l'ACRE, tu n'as pas beaucoup Bien d'impôts. sûr. Tu n'as pas le délire de TVA, machin.
Donc l'entrée dans l'entrepreneuriat, il est quand même assez simple quand tu fais ton C'est temps. la SARL où ça se complique pour le coup? Là, la SASU, ça s'est compliqué un peu. C'est là où je me suis fait un peu aider, mais j'avais déjà fait un peu d'argent. De toute façon, quand tu as 75 000 par an ou 70 000, c'est bon, tu as les revenus nécessaires pour pouvoir en vivre quand même en France. Je veux dire, la vie en France, elle est quand même En paisible. auto-entrepreneur, tu veux Non, dire, non, mais je toujours? parle de vivre quand tu gagnes de l'argent. Ouais. Je veux dire, tu as quand même tout ce que tu veux, tu as quand même un toit, tu as quand même facilement. Bon, ça va. Mais c'est sûr que si tu veux scale, avoir des ambitions, commencer à investir, là, oui, tu te fais complètement baiser. C'est bien pour. En fait, ils veulent que tout le monde ait un niveau de revenu, on va dire, entendable, mais ça coûte tellement cher aux gens qui veulent créer de la richesse en France, quoi. Donc, ouais, c'est un pari, à mon avis, qui est complètement raté, une pensée, à mon avis, dépassée complètement, dans un monde aussi compétitif et mondialiste que le monde d'aujourd'hui. Maintenant, ouais, ouais, j'ai quand même eu de la chance au début, ça s'est bien passé, quoi. Tu penses que ça freine justement beaucoup de jeunes En fait, je pense qu'on se rend pas compte des conséquences que ça va avoir sur le pays. En fait, c'est juste que je pense que ça a pris ça a pris une accélération, cet anti-entrepreneuriat français. Ça a accéléré à une vitesse, je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça va faire des dégâts sur la potentielle créativité française, surtout à l'ère de l'IA, où finalement, c'est des gens qui ont déjà des thunes, finalement, des gens qui ont déjà fait de l'oseille, qui se lancent dans des projets et qui investissent dans des trucs. Mais le mec qui part de zéro, qui a envie de se lancer dans un projet, de recruter des potes et tout, c'est très très compliqué, quoi. Après, voilà, si tu t'entoures des bonnes personnes, il y a des incubateurs qui peuvent t'aider à faire grossir ton entreprise et tout. Mais l'incubateur, voilà, c'est un filtre, c'est quelqu'un qui choisit ce qu'il veut prendre, ce qu'il veut pas prendre. Donc encore une fois, il y a des normes et ça doit rentrer dans un carcan, dans une idéologie aussi. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de tes parents qui Ouais. ont immigré et qui ont réussi à ouvrir une Bah, boîte, mon etc. père, non, mon père, il Je, était je veux dire, du côté de ta maman, effectivement, Ouais. qui sont du coup, des immigrés Un tunisiens. peu, ouais, ouais. Moi, j'ai un exemple aussi, celui de mon grand frère ou d'autres encore, dans les années effectivement 80-90, où ils arrivaient et 2-3 ans après, ils montaient un business. Ouais, Chose aujourd'hui qui est complètement inimaginable. ouais, c'est plus compliqué, bien sûr. Donc, tu penses que vraiment on Non, non, mais on peut. Enfin, c'est pas non plus l'URSS, quoi. Ça va. Non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les Vas-y. normes administratives et même les normes fiscales et autres, on ne cesse que d'augmenter. Ah, mais moi si j'avais une chose à changer si j'étais ministre de l'économie, ce serait le code du travail. Le code du travail, il est trop grand, il y a trop de normes, trop de choses. Et en fait, ce qui empêche les entrepreneurs de recruter, sans parler de charges fiscales, Bien sûr. juste de flexibilité de l'emploi. En fait, si tu payes aussi cher pour quelqu'un qui est très compétent, c'est pas gênant en réalité. Enfin, ça casse les couilles, mais il y a encore moyen de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que si tu rajoutes la part de risque je m'entoure de quelqu'un qui est pas forcément à la hauteur, je me mets dans des galères parce que le mec va me suivre au prud'homme, je rentre dans des galères tribunal et tout. En fait, avec l'inertie du système de justice française, en fait, tu te mets dans des galères qui peuvent te ruiner du jour au lendemain. Et ça, c'est parce que on peut pas du jour au lendemain virer un mec, comme on peut pas du jour au lendemain recruter quelqu'un. Et en fait, les gens qui ont tendance à être dans la logique gauchiste socialiste se disent, ok, en fait, le code du travail, il nous protège, il est là pour aider les petits travailleurs et tout, mais en fait, tu ne comprends pas que si tu mets la pression sur l'entrepreneur, il va être il va faire tellement plus de filtres, tellement plus sceptique, tellement plus méfiant, défiant aussi des gens qu'il va recruter, que, bah, en fait, toi qui aurais pu avoir ta chance, tu l'auras pas. Et en fait, c'est là où on est à l'opposé d'un système à la Suisse, où du jour au lendemain, on peut perdre notre taf, ou même aux États-Unis un peu encore, on peut perdre notre taf, retrouver un le lendemain, et en fait, il n'y a pas ce truc de oh là là, je me suis fait virer, ma vie est terminée, parce que je vais mettre 1 an à trouver mon CDI. Et du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des trucs de chômage qui durent 12, 15, 18 mois. Et aujourd'hui, quand on te dit en fait, on va réduire le chômage à je sais plus combien c'est 12 mois, bon, il y a une réduction des temps de chômage selon les ruptures de contrat. Et les gens s'offusquent en mode oh là là, on est en train de perdre nos droits, mais en fait, ces droits, ils auraient même pas teneur à exister si on favorisait pas cette oisiveté en permettant aux gens de trouver plus facilement des tafs, quoi. Et en même temps, est-ce que ça offre pas une protection aux salariés, effectivement, qui de fait ne Complètement. vivent pas dans une incertitude? Mais ça va même beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, tu préfères que ton employé te vire que toi tu te casses. En fait, il y a des petites failles comme Bien ça. sûr, vaut En mieux fait, être viré. Vaut mieux tu être vas te viré. chercher à être viré, donc tu vas créer à faire de la merde dans ton entreprise. Enfin, mais c'est normal en fait, c'est le jeu, c'est une théorie des jeux, donc on va chercher à faire une stratégie. En fait, quand la stratégie elle impose à l'employé d'être le plus gros fils de pute possible pour pouvoir obtenir gain de cause, c'est de la folie. Donc en fait, les gens réfléchissent à, à caresser dans le sens du poil les employés, les petits travailleurs, et ils ont
un intérêt à le faire, mais ils réfléchissent pas à quel point ça peut pervertir le système, quoi. Donc ça, c'est un énorme problème. Alors justement, ça, c'était la suite des questions que j'avais, mais pourquoi d'un coup, tu t'es mis à autant parler politique? C'est-à-dire que tu étais effectivement streamer sur League of Legends, je me souviens, enfin, Ok. plutôt jeux vidéo. Ouais. Pourquoi d'un coup avoir choisi vraiment de politiser un peu plus ton contenu, et notamment sur l'économie? Moi, j'ai toujours eu des intuitions libérales depuis toujours. C'est-à-dire que je me rappelle des Gilets jaunes, c'était quoi, 2018-2019? Ouais, ça. Je commençais à tweeter sur les retraites parce que c'était le sujet. Et moi, j'ai pas vraiment. Moi, je suis pas vraiment là-dedans depuis le début, mais quand j'analyse le système de retraite français, je me dis, ok, bah en fait, on cotise sans avoir le choix de le faire. En plus, aujourd'hui, il y a un prélèvement à la source, donc on n'a même pas le choix de ce qu'on peut faire de notre argent. Donc notre employeur nous paye une fortune et au final, on touche très peu parce qu'on a mis dans les retraites, on a mis dans le système de santé, on a mis dans énormément d'autres choses qui sont pas forcément fonctionnelles d'ailleurs. Mais du coup, mon intuition première, c'était pourquoi on n'a pas la liberté de choisir ce qu'on fait de cet argent, juste. Et en fait, je me disais, mais c'est pour les débiles, en fait. Tu vois, j'avais cette arrogance. Et je l'ai tweeté d'ailleurs, et ça m'a valu un drama de malade, je me suis insulté par toute la terre. Mais j'avais juste tweeté en disant, en fait, les retraites, c'est pour les débiles, c'est pour les gens qui savent pas gérer leur argent, qui savent pas investir, qui savent pas mettre de côté. Et on leur force à le faire parce que s'ils le font pas, ils vont se retrouver à la rue quand ils seront plus capables de travailler. Et on va se retrouver avec une société misérable, quoi. Et donc, en fait, j'ai cette intuition et je me dis, bon, sans réfléchir au fait que c'est une sécurité, il y a un équilibre pour les gens qui cotisent moins, ils vont quand même toucher un peu de, voilà, bon, c'est pas tout le monde cotise autant qu'il va récupérer. Bon, la logique, je la saisis pas trop, mais j'ai quand même l'intuition de me dire, c'est quand même étrange qu'on n'ait pas un peu plus de liberté, et du coup, je me fais insulter. Alors là, c'est là où je comprends que moi, j'y connais rien, mais alors les gens qui m'insultent, c'est même pas qu'ils y connaissent rien, c'est que c'est des attardés finis, parce que leur réponse, c'est, mais Sardoche, si tu cotises pas pour tes retraites, comment tu vas faire quand tu es plus âgé? Enfin, tu vois, les gens ne comprennent pas que si en fait cet argent je le donne pas à l'État, je peux en faire autre chose. J'ai le droit de le mettre dans une tirelire, j'ai le droit de le mettre dans un fonds de retraite privé, j'ai le droit d'investir dans de l'immobilier, dans n'importe quoi, ou de créer une boîte qui va m'apporter plus tard, et je prends le risque pour ma petite personne de me mettre dans la merde. En fait, ce calcul de risque, en fait, on le minimise au plus possible. La variance n'existe pas. Et on fait tout pour que la vie des Français soit... Ils n'aient pas besoin de réfléchir, ils mettent leur cerveau de côté. Mais ça va tellement loin, ce raisonnement, c'est qu'on met tellement le cerveau des Français de côté en ce qui concerne la fiscalité, et les impôts et de manière générale l'argent, qu'ils savent même plus quel argent ils ont créé, ils savent même plus à quel moment on leur a pris leur argent, ils savent même plus à quoi il sert. Et donc en gros, bah, quand on leur dit, mec, j'ai pas envie que le système de retraite existe, ils comprennent pas que cet argent leur a déjà pris. Ils pensent que c'est la France qui miraculeusement leur amène leur retraite. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça paraît fou ce que je dis, mais quand on voit les réactions des gens sur Twitter en 2019 quand je fais ce tweet, c'est littéralement 80% des insultes, c'est des gens qui, je pense, ne sont pas au courant qu'il y a un prélèvement à la ressource et qu'on leur prend l'argent. Donc en fait, je suis en mode, ok, il y a un problème. Mais bon, en fait, je suis dans ma petite vie qui marche très très bien. Je fais plein de vues, je fais plein d'argent. Je suis dans le milieu, donc en fait, tous les 2 jours, il y a un truc, une LAN, le Z-Event, c'est la charité. Je suis dans le monde vraiment des bobos gauchistes de à quoi bon s'intéresser à remettre tout en question, puisque notre vie est super, et qu'on peut juste dire c'est pas bien la guerre, les pauvres c'est pas bien, il faut aider la Palestine. Vraiment, je te jure, je suis pas dans le délire militant que eux font. Mais je suis en mode, bah ouais, la vie elle est super belle, on prône la paix, c'est super. Mais en fait, quelle naïveté. Quelle naïveté. Et en fait, il a fallu que j'ai des dramas, que j'ai des trucs qui sont même pas forcément rabaissants pour ma vie. Donc, c'est-à-dire que je me suis fait ostraciser du système sans forcément avoir fait quoi que ce soit de mal, à part être un mec un peu controversé. Et en fait, en sortant de ça, en m'isolant un peu parce que je rejoins ma copine à Bordeaux, donc j'ai plus mon cercle social habituel. Je rentre dans ce truc-là. Il y a les législatives. Je commence déjà à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe en France et il faut qu'il se passe quelque chose. Législative, tu parles de législative 2022? Ouais, 2022, et il y a eu la dissolution aussi. Oui, après post-dissolution, ok. Voilà, donc les 2 législatives. Puis ensuite, donc 2022, je suis pas encore dans le délire. En vrai, j'ai même pas d'opinion politique à ce moment-là. Tu regardes de loin, quoi. Franchement, ouais. Hein. D'ailleurs, premier tour, je vote à la tête, quoi. Je vote à la tête, je sais même plus pourquoi j'ai voté, mais ça doit être... honnêtement, j'ai dû voter Macron second tour, bon, voilà. Et en fait, non, je crois pas. Je crois pas que j'ai voté Macron. Je crois que j'ai voté blanc en mode, oh, c'est de la merde la politique. Je suis vraiment au niveau zéro. Et en fait, là, 2025, 2026, 2024, 2025, 2026, je me dis, ok, en fait, je vois que la France est en train de changer. J'ai l'impression qu'on rentre dans une rupture démographique, civilisationnelle presque, et surtout économique. Et je sens que là, 50 plus dans ces conditions,
je sens qu'on va tellement être à la ramasse. Je vois le monde tellement évoluer vite, mais ne serait-ce que l'IA. Tu vois, la loi de Moore, c'est genre tous les 10 ans, il y a 2 fois plus de puissance. Et en fait, avec l'IA, la loi de Moore, elle est ridicule. On est encore sur des ratios exponentiels, une puissance, un ratio de 2, ratio de Tous 3. les mois. Tous les mois, en C'est réalité. x2 tous les mois. Et donc là, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que moi, je pense qu'une société est à l'image de sa technologie. C'est-à-dire que si une technologie évolue aussi vite, une société peut évoluer aussi vite. Il y a toujours une inertie, un retard, mais en fait, elle va suivre le cours de cette évolution. Et donc, si on ne suit pas le pas, si on n'a pas une société... là, je pense que c'est presque trop tard, mais je me dis, OK, c'est notre dernière chance 2027. Donc là, j'ai le devoir de faire tout ce que je peux pour shape le pays selon lequel il me paraît le plus logique qui devra être. Et il y a un autre truc qui me fait dire ça, c'est qu'en fait, je suis en couple à ce moment-là, et on parle d'avoir un enfant, et moi, je ne me vois pas avoir un enfant en France, en fait. Et à la fois, j'ai vécu 6 mois en Corée, Séoul, qui est une super ville, et même si c'est un peu la ville de mes rêves, je me vois pas non plus avoir un enfant dans une autre ville. Je me vois avoir un enfant en France, mais je me vois avoir un enfant dans la France que j'ai commencé à façonner et que je visualise pour mes enfants. Et donc, en fait, je suis bloqué. Je me dis, OK, je peux pas aller à l'étranger. La France, elle est pas comme j'aime, mais je veux avoir des enfants. Et en fait, la seule solution qui résout ce problème, de façon très rationnelle, c'est il faut que je modèle la France pour que je puisse y faire des enfants. Donc, je me dis, OK, en fait, il faut que je fasse de la politique, ou au moins, il faut qu'avec ma visibilité, je fasse le plus possible pour que ça aille dans le sens que je veux. Et donc, je me dis, OK, là je suis une grosse merde si je fais pas mon max pour que ça aille dans le sens que je veux, quoi. Alors, ça qui est assez amusant, c'est que tu veux utiliser ta communauté pour faire de la politique, chose que les autres streamers aussi font. Mais pourquoi toi, tu es ostracisé par les autres? Parce que Amine Mathieu ou d'autres font aussi Non, de il la faut pas de la politique. politique. Non, non. Ils font de la politique indirectement. Mais Lorsque non, tu choisis un événement, une cause pour un événement, c'est pas de la politique. indirectement, tu prends position. En fait, c'est pas de la politique, c'est une posture de confort. Ouais. Juste... En fait, la politique a façonné le monde pour que les gentils soient dans un camp, les méchants dans l'autre. Et après, les gens choisissent d'être les gentils, pas par conviction politique, mais juste par confort intellectuel. Il y a... Franchement, me faites pas croire que ceux qui appellent à voter Mélenchon et à voter contre les extrêmes sont des gens qui sont politisés. T'en as qui se politisent sur Twitch, mais c'est une minorité en réalité. Tous les gros streamers, ils prennent position juste pour que leur business fonctionne. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent. C'est juste l'argent. Il y a des gens qui sont de gauche sur Twitch, c'est pas pour l'argent. C'est juste parce qu'ils sont dans leur petit délire. Pour moi, c'est des attardés. Mais dans leur petit délire, on va sauver le monde, on est des gentils, machin. Mais parce que eux, ils ont fait l'effort de s'intéresser au caste politique, de s'intéresser à qu'est-ce qui représente le plus ce que je veux pour mon pays. Et ils ont pris la décision rationnelle d'être des énormes fils de pute, tu vois. Non, mais alors que, en fait, la plupart des gros streamers sont pas du tout dans cette vibe-là. Ils prennent une posture de confort pour que ça marche leur truc, pour pas qu'ils aient de drama. Parce que, comme je le dis souvent, la position, c'est quelle est la position qui me donne le moins de harcèlement? Quel est le truc qui va me faire le moins de bad buzz? Et si tu dois choisir une posture qui te fait le moins de bad buzz, bah, c'est de te présenter contre les extrêmes. C'est de jouer le jeu du coup du centre mou qui est en train de détruire notre pays par laxisme. Tu as eu des textos d'anciens collègues streamers, du coup, qui te disaient « Waouh, super ta prise de position, mais t'es un fou, t'es un grand malade ». Comme souvent on voit dans le cinéma, par exemple. Souvent, il y a des acteurs qui prennent position, on leur envoie tous un texto en disant « T'es un génie, mais jamais je le ferai ». Tu vois, le fameux… Non, en fait, aucun gros streamer, mais des mecs du milieu de l'e-sport, des mecs un peu aussi des casters, tu sais, des mecs qui sont un peu dans la scène. Non, en vrai, les gros streamers, ils sont très lâches. Ouais. On arrête de parler directement. Carrément, quand ils viennent me parler, c'est plus pour me donner des conseils et me dire, mec, sois pas con, fais pas de la politique, fais tout beau, tout gentil, fais ton truc, tu vas revenir très vite dans le milieu, tu vas pouvoir te faire de l'oseille, arrête d'être débile. Moi, je leur dis, mais mec, tu vois ce qu'est en train de devenir le pays, parce que oui, tu vas être riche, mais en fait, j'ai déjà de l'oseille. Alors, j'ai pas beaucoup d'oseille, mais j'ai au moins 1 million de patrimoine, et je pense que c'est déjà relativement fine. Je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Mon but, c'est juste de pouvoir manger au resto quand j'ai envie. C'est tout ce qui m'intéresse. Je m'habille pas avec des fringues chères. Je consomme pas d'alcool. Je fume pas. Je me drogue pas. Donc en vrai, ma vie, elle me coûte pas cher. J'ai juste besoin d'une connexion internet et d'un piano que j'ai déjà. Donc en fait, genre, ces mecs-là, je les vois lâches et donc non, ils me contactent pas pour reconnaître une prise de position. Mais il y a quand même dans le milieu beaucoup d'entrepreneurs, de mecs libéraux qui sont dans cette vibe et voilà. Après. En fait, il y a 2 postures que j'adopte qui me valent de me faire soutenir. C'est une posture libérale, donc pro-réduction des impôts, réduction de la charge fiscale,
permettre un peu aux gens d'être plus proches de leur argent et de ce qu'ils veulent en faire pour moi, la théorie du ruissellement, on crée des énormes richesses et ça va se ruisseler j'y crois à 100%, c'est une évidence. Et enfin, en tout cas, selon la façon dont je le vois. Mais si elle était aboutie, parce que pour l'instant, le ruissellement ne marche pas, parce qu'effectivement, il y a plein de freins qui existent. Mais parce que notre société. Alors, voilà, mais on peut en parler maintenant, parce que après, je reviendrai sur les deux aspects qui me valent du soutien. Mais en fait, la plupart des gens voient les riches comme des méchantes personnes qui accaparent les richesses des Français, empêchent ce ruissellement et s'imaginent que leur pauvreté est due à ça. En réalité, ils ont un peu raison, parce qu'il y a une énorme accaparation des richesses qui est faite, mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, et je pense que mon intuition est meilleure, c'est que cet argent, il est accaparé par un État obèse qui ne sait pas dépenser l'argent. C'est-à-dire qu'on a tellement été... en fait, c'est des micro-mécanismes qui vont créer cette obésité. C'est qu'en gros, on est tellement habitué à ce que tout soit fait à chaque étape. Comme je disais, les gens ne sont pas au courant à quel moment on leur prend l'argent, pourquoi on leur prend. Il y a, je crois, 497 taxes différentes en France. Et le deuxième pays mondial à avoir le plus de taxes, je crois que c'est 250. C'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de taxes différentes que le deuxième. Donc, essaye de tenir le compte de 500 taxes différentes. Dans ta tête, c'est impossible. Alors, pour le Français lambda qui touche sa fiche à la fin du mois, qui n'a même pas pris le temps une fois dans sa vie de lire sa fiche de paie, de toute façon, qui sait lire une fiche de paie aujourd'hui? 10% des gens, 5% des gens. Donc, en gros, les gens ne savent pas ce que faut leur argent. Donc, par nature, ils vont pas comprendre que c'est leur argent qui manipule. Donc, quand un mec est fonctionnaire, on a 3 500 000 fonctionnaires en France, et qu'il gère de l'argent public, il aura jamais... Je ne peux pas croire intellectuellement que le mec aura autant d'intérêt pour cet argent que si c'était le sien. Ou que s'il avait monté une boîte avec ses potes et qu'il devait absolument pas faire de la merde, parce que s'il fait de la merde, il est en faillite. Parce que les gens se disent tout le temps quand ils sont fonctionnaires, de toute façon, si on fait de la merde, on est en CDI, on n'a aucun problème, on n'a pas de compte à rendre, et surtout, de toute façon, la France va nous back-up. Là, j'ai un exemple tout bête, Ivry-sur-Seine, la mairie qui veut voter 46 000 € pour le Mali. Donc, on a une conseillère municipale voilée qui nous dit « Oui, bonjour, le Mali, c'est un super pays, il faut qu'on les aide. » Mali qui a complètement dit à la France « Allez vous faire foutre, on ne veut pas de vous dans notre pays, mais on va leur envoyer 46 000 €. » Donc, il faut qu'il y ait un conseiller municipal RN qui dise « C'est n'importe quoi, ça ne va pas la tête. Déjà, ils nous détestent. Et en plus, qu'est-ce qu'on va envoyer 46 000 € alors qu'on a 2000, je crois, c'est... Je ne sais pas combien de millions de dettes. La ville est endettée. La ville est surendettée. Ils voulaient faire un don. En fait, après, ils voulaient faire un don pour une cause humanitaire. Ils ne voulaient pas faire un don à l'État malien. Mais encore une fois, ton but quand tu es dans un conseil municipal, c'est de gérer tes dépenses pour essayer de faire aller ta ville le mieux possible. Donc quand un maire communiste applaudit des deux mains comme ça, grand sourire, et dit « Ah oui, ça va être super, on va avoir 46 000 €, il n'a absolument pas conscience que c'est son argent. C'est-à-dire que le mec ne se dit pas « Je suis en train de m'endetter. Je suis en train d'endetter tous les Français. » Tous les Français vont avoir un chiffre dans leur putain de fiche de paie. Ils vont être payés moins cher parce que l'État... Ou alors peut-être, s'ils ne sont pas payés moins cher, c'est tous les services, justice, santé, éducation, qui vont être moins bien parce que cet argent est parti de la France. Ils n'ont pas la conscience que c'est des vases communicantes. Et à partir du moment où ils ne comprennent pas ça, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués à l'éducation fiscale, à l'éducation économique. Et donc ce manque de lien qu'il y a avec son argent, en fait, il faut qu'il y ait un lien avec son argent pour que quand on est avec de l'argent, on comprenne qu'indirectement, il faut y prendre soin, il faut y faire attention. On n'a pas on a ce luxe de s'en foutre complètement de l'argent qu'on manipule. Et je pense que c'est ça qui ruine les Français indirectement, parce que, évidemment, que quand les enveloppes d'oseille, on peut en faire ce qu'on veut, bah, on va faire trinquer les copains, donc il va y avoir une petite enveloppe pour un marché public, on va prendre les copains, on va payer, on va les laisser, on va accepter une enveloppe 30% plus chère, parce que pourquoi négocier? Et en fait, c'est ce capitalisme de connivence qui va créer la ruine des Français et la ruine de tout le système, pour moi, public français. Et en même temps, est-ce que tu n'as pas l'impression que les libéraux, parfois, ont un discours qui est mal compris, je dirais. Complètement. Parce que, par exemple, tout à l'heure, tu disais, oui, il faut supprimer des fonctionnaires. On peut s'entendre sur le fait qu'il faille supprimer des fonctionnaires, mais le problème, c'est que lorsqu'on dit il faut supprimer des fonctionnaires, les gens ont tendance à penser tout de suite aux fonctionnaires tels que les profs, la police, ouais. Les pompiers, enfin voilà, ils ne pensent pas aux fonctionnaires, ils ne pensent pas forcément aux fonctionnaires territoriaux, etc. Ils pensent tout de suite à la proximité plus que le reste. Bah déjà, il faut qu'ils comprennent qu'au niveau des hauts fonctionnaires, demain, on peut changer complètement le gouvernement, changer complètement le Sénat, changer complètement l'Assemblée nationale, modeler comme on a envie le truc. Il y aura toujours une horde de milliers de personnes qui sont des hauts fonctionnaires planqués dans des bureaux. Qui sont inamovibles pour la plupart. Qui sont inamovibles parce que le système français les encastre. Ils sont enracinés dans la France.
Et en réalité, c'est eux qui dessinent, inconsciemment même, hein, toute la structure politique française, toute la structure économique française. Et déjà, rien que pour ça, les gens devraient comprendre que, même dans cette vibe révolutionnaire où ils veulent sauver le petit peuple et tout, même dans une lutte des classes, même marxiste, ils n'ont pas envie que ces gens existent, en fait. C'est une haute bureaucratie, bon, même si dans un État communiste, il faut une bureaucratie forte et tout, mais c'est pas cette bureaucratie-là qu'ils auraient envie d'avoir, en tout cas, ça c'est sûr. Donc pour toi, c'est Afuera? Ah oui, complètement, ouais, mais bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le vendre. Vendre, on va virer tout le monde. En fait, les gens peuvent pas comprendre que certes, il y aura un contre-coup d'un an ou deux où les gens seront un peu dans un flottement, mais en France... Puis on est français, on est attaché à notre système social, c'est quand Bien même... sûr. Et il est d'ailleurs très, très envié, notre système social, en réalité, à Mais l'international. moi, de plus en plus, je vois des amis qui... on est dans une société très complexe pour trouver ce qu'on a envie de faire. Trouver sa voie, c'est devenu difficile. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui ont des étoiles dans les yeux, je vais être prof, ça va être trop bien et tout, et puis au bout d'un an, ils sont dégoûtés. Et en fait, finalement, alors oui, refaire des études en France, c'est pas trop dur, il y a pas mal... on dépense des fortunes pour comment ça s'appelle, tu sais, le truc pour faire des formations, là, où on paye sans... Ah, le CPE? Le CP, ouais. On paye des fortunes pour ça sans forcément s'en servir, mais on peut du jour au lendemain reprendre une formation, mais retrouver un taf du jour au lendemain, c'est pas évident. En réalité, il y a des gens, ils aimeraient pouvoir en un claquement de doigts changer de carrière et tout, ils peuvent pas forcément le faire. Alors si tu as des contacts, tu as une pote qui peut t'embaucher dans son truc, oui, mais si t'as pas ces contacts, encore une fois, ça facilite... Toi, tu le vois, ce brain drain, justement, ce départ d'intellectuels, en fait, de jeunes entrepreneurs, de jeunes qui pourraient effectivement s'investir en France et faire de l'argent dans différents domaines, hein, Moi, d'ailleurs, je des vois, ingénieurs autres qui partent. moi, je vois le truc là de, si c'est pas cette année, on se Ouais. casse, quoi. Là, c'est imminent, quoi. Je pense que les gens Il y a une asphyxie, quoi. se rendent pas compte à quel point on est au bord de la rupture et il y a un effet de bord. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système continu qui va gentiment prendre une direction. En fait, tout le monde est en tremblement et s'il y a un élément déclencheur, ça peut être une bulle qui explose. Genre, on peut perdre, la quantité de personnes qui aujourd'hui sont confortables en France. Alors peut-être par l'héritage, peut-être par le patrimoine culturel, peut-être par plein de choses, mais en tout cas, qui sont capables de générer beaucoup de richesses en France et qui ne sont pas encore partis, mais sont sur le point de le faire si jamais ça prend pas la direction qu'ils veulent. Genre, alors là, je pense vraiment que s'il n'y a pas un candidat libéral en 2027, mais on va perdre, ça va être la plus grande exode de toute l'histoire de la France. Qui est libéral, d'ailleurs, pour toi, alors? Tu parles en candidat? En candidat ou potentiel candidat, d'ailleurs. Enfin, un homme politique qui, tu te dirais, lui, incarne potentiellement mes idées libérales. C'est un Ou peu une femme, d'ailleurs. un peu compliqué parce que Macron, on l'avait pris pour un libéral et au final, il a suivi... Non, mais il s'est un Oui, peu... après, c'est un libéral qui vient du Parti Socialiste. Donc, Ouais, non, c'est sûr qu'il y avait quand même... il y avait un piège. Quand il est ministre d'Hollande, bon, c'est qu'il y a un truc qui... Il y avait quand même un piège. Bien sûr, mais oui. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour libéraux parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait une petite part de marché, mais ils le font discrètement. Parce que les libéraux, de toute façon, ils s'accrochent à la petite... Il y a tellement rien de libéral en France que le moindre petit truc, je veux dire, Bardel, je crois qu'il a fait une interlocution minuscule pour parler de la possibilité de concevoir que ça pourrait exister, la retraite par capitalisation. Et les libéraux sont attachés à ça en mode, OK, peut-être que si à Bardella, il y a une petite chance. Et là, bon, évidemment, les espoirs sont totalement ruinés parce que Marine est une... de toute façon, électoralement, il n'aurait jamais proposé. Enfin, c'était pas cohérent. Mais c'est une socialiste convaincue, bon, depuis toujours dans la hold politique française. Mais genre, ouais, dans les vrais candidats libéraux, vraiment, qui sont capables, à mon avis, d'assumer ça, à part Lisnard et... je t'en cite 3. L'Arménien, comment il s'appelle, le moustachu? Guillaume Kasbarian. Casbarian. Sarah Knafo. Knafo, bien sûr. Ouais. Et Linard, effectivement. Ouais, c'est tout, Lisnard, Knafo. Mais c'est pour ça, là, on a vu Lisnard, Knafo faire un petit... faire une petite entrevue ensemble et une sorte de débat, mais bon, ils étaient quand même relativement d'accord. Et ça fait plaisir parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais je ne sais pas quoi penser de Zemmour, tu vois, sur l'aspect libéral. Est-ce qu'il est dans la même vibe que Knafo? Et surtout, j'ai l'impression qu'il gangrène un petit peu la carrière potentielle de Knafo. Et ça me fait un peu peur parce que vraiment, il n'y a personne d'autre de plus libéral que Knafo, d'aussi populaire. En tout cas, je veux dire, dans la campagne de Paris, elle a quand même défendu énormément d'idées libérales. Bon. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que quand on parle de libéralisme, les gens de gauche vont nous voir comme un objectif d'anarcho-capitalisme. Ils vont s'imaginer Mad Max, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est la liberté pour tout le monde. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est une direction libérale ou une direction socialiste. On est sur un axe en une dimension, à gauche ou à droite, et on veut plus de libéralisme ou plus de socialisme.
Et en fait, juste le constat, c'est est-ce qu'on est plus à droite de là où on devrait être ou plus à gauche de là où on devrait être. On ne veut pas aller à l'extrême tout de suite. De toute façon, le temps de passer les lois, de déployer un système, c'est une direction. Alors, moi, là où j'ai un problème sur le libéralisme, ouais. c'est que j'arrive pas à comprendre les libéraux lorsqu'ils me disent « je suis libéral », c'est quoi être libéral? Est-ce que c'est libéral dans son sens le plus global, c'est-à-dire libéral économiquement, mais aussi sociétalement? ouais. Et là, du coup, j'ai beaucoup de mal à comprendre les libéraux conservateurs, à la Zemmour. Ah oui, tu parles. Oui, non, mais c'est deux choses complètement différentes. Parce que Donc pour toi, c'est économie. Ah oui, économie. Non, parce qu'en fait, le mot liberals aux États-Unis, oui, le mot liberal, ça veut dire très progressiste. Bien sûr, non, mais même en philosophie politique, libéral, c'est la liberté. C'est-à-dire que vraiment la liberté absolue, que ce soit économique, d'entreprise en vrai, sociale. Moi, je vais pas mentir, je suis pas très conservateur comme gars. C'est-à-dire que les Retailleau et compagnie, je comprends. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Par exemple, Retailleau. On peut s'attacher à une identité forte, philosophique, civilisationnelle. Je conçois qu'on puisse le faire et je conçois que ce soit important de garder une forme de conservatisme. En tout cas, on ne doit pas la combattre, c'est ça. En fait, on ne doit pas la combattre. On doit laisser les gens s'attacher à leurs valeurs et défendre ça. Pour autant, tu vois, par exemple, sur le mariage pour tous, les LGBT, moi, je suis complètement libéral sur ça. Donc, je suis pas mais par contre, moi, je peux concevoir qu'on soit très conservateur, c'est-à-dire avoir une vibe très civilisationnelle, la pensée catholique française, garder ce truc-là. C'est secondaire, quoi, tout ça pour toi. Pour toi, le débat principal est surtout économique. C'est complètement secondaire, ouais, je m'en fous complètement. Ouais. Et ouais, c'est pour ça que je peux être entendable par la gauche sur certains aspects, tout en ayant une pensée libérale. Mais pour revenir à ce que je disais, les gens de gauche voient la pensée libérale comme quelque chose de très dangereux parce que c'est le marché qui décide de tout. Ils croient pas en la main invisible du marché. Ils sont en mode ça va partir en couille. C'est les plus riches qui vont s'accaparer tout le marché. Et ça va être la pauvreté pour tout le monde. Est-ce qu'in fine, l'histoire leur donne pas raison aussi d'un certain point? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise monétaire, chaque fois que la main invisible, justement, défaille, c'est les États qui interviennent. Tu veux dire pour réguler le marché, parce qu'in fine, ils se cassent la gueule. C'est pour ça que même un mec comme Hayek, qui est le père de la pensée autrichienne, le mec qui est, on va dire, c'est le mec le plus cité quand tu penses libéralisme aujourd'hui, il était pour un interventionnisme antitrust. Tu vois, genre vraiment le concept de monopole que tu laisses vivre complètement. L'État doit intervenir sur ça. Et de toute façon, la pensée libérale, c'est pas tout doit être libéralisé. Il y a une question qui doit se poser. Je veux dire, demain, on pourrait même débattre de ce qu'on veut libéraliser la justice. Tout est libéralisable. Et c'est super intéressant d'ailleurs de discuter comment est-ce qu'on pourrait libéraliser la justice, tu vois. Comment est-ce qu'on ça se passe, c'est intéressant. Libéraliser l'école, l'éducation, elle est un peu libéralisée, ça dépend si t'as de l'oseille, quoi. Ouais, voilà. Mais le système de santé, pareil. En fait, ce qui est certain, moi, mon intuition, c'est peu importe à quel point on veut libéraliser, à quel point on est capable de faire du zèle vers du coup une anarchie capitaliste. Dans tous les cas, je pense que la France est asphyxiée par ses normes, asphyxiée par le poids de son État, et qu'en plus, on a des gens, des fonctionnaires qui savent pas gérer des budgets, qui savent pas l'importance, ils n'ont pas l'importance de la valeur de l'argent, et ils n'ont pas en tête les gens qui se donnent pour cotiser pour cet argent, les petits mecs qui lancent des PME, les profs qui sont payés une misère alors que c'est un des métiers les plus importants du monde, ou même les infirmiers, etc. Et je pense que la bonne direction, c'est moins de socialisme. C'est tout. Je veux même pas, en fait, je veux même pas débattre avec les gens de à quel point j'ai envie de libéraliser le pays, parce que c'est pas le sujet, en fait. Si j'ai quelqu'un de libéral avec moi qui veut discuter de à quel point on pourrait libéraliser tout ce qui est actuellement accaparé par l'État, ce serait trop marrant de le faire et super intéressant d'un point de vue philosophique. Mais hormis cet aspect philosophique, pour moi, la discussion, elle n'a même pas lieu d'être. Surtout les normes, du coup. On a 58% de 57,3% de PIB en dépenses publiques. Enfin, c'est de la folie furieuse. On est premier ou deuxième dans le monde. Il est évident que l'État accapare trop de richesses. Alors après, voilà, si la redistribution se fait correctement, il y a aucun problème. En réalité, il n'y a aucun problème. Si l'État arrive à investir cet argent, en faire quelque chose, mais quand tu vois que les retraites sont par répartition et pas par capitalisation, qu'on se fait battre par l'inflation, l'argent qu'on donne, il est déjà quasiment perdu, il dort. L'argent, il passe des actifs au compte en banque passif des retraités. C'est-à-dire qu'on a des milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros qui dorment en France, de l'argent qui n'est pas réinvesti. C'est-à-dire qu'on a une charge, un patrimoine français qui est énormissime, mais comme il n'est pas réinvesti dans le marché, qu'on n'est pas en concurrence avec les autres pays, pour le confort de nos petits retraités aussi, hein,
cet argent, il est mort. Et je pense que là, avec les boomers qui vont potentiellement décéder dans les 10-20 prochaines années, il va y avoir des masses d'argent qui vont se déplacer des passifs aux actifs. Il y a un truc à faire. Mais il y a un truc à faire aussi, malheureusement, pour l'État. C'est-à-dire que l'État pourrait accaparer des centaines de milliards, des milliers de milliards d'euros et dire, il y a un moment donné, avec les patrimoines qui vont commencer à passer et cette accaparation des richesses par les… Et la valeur qui va baisser d'ailleurs. Et la valeur du patrimoine va forcément baisser du fait du il va y avoir un shift, il va y avoir un shift que j'ai du mal à évaluer parce que je suis pas économiste à ce niveau. Dans tous les cas, il y a forcément un shift. Les actifs seront plus nombreux que les passifs, donc forcément il y a un shift. Mais il va y avoir aussi des États qui vont se goinfrer, qui vont pouvoir dire regardez, on a géré niveau économie les gars, mais c'est juste qu'ils n'auront rien fait de plus. Et moi j'ai très peur que au moment où cet argent va être possédé par l'État, ce sera le moment de transformer la France en un pays exceptionnel. Ce sera le moment de faire cette transition par l'IA, et ce sera à ce moment-là qu'il faudra sauver le pays du trou à merde dans lequel il est. Alors, justement, on parlait de Guillaume Kasbarian. Et Guillaume Kasbarian, il avait soulevé un point assez important à l'Assemblée durant ses travaux législatifs. Il avait montré le nombre de comités consultatifs qui existaient et qui étaient parfois des doublons avec des ministères déjà existants. Ah ouais. Je pense au ministère de l'écologie. Les observatoires, c'est… Voilà, où il y avait un observatoire, je crois, du Sequoia ou une fleur à la Les observatoires, c'est… où il y a 3 observatoires qui sont chargés de faire un rapport annuel que fait déjà le ministère de l'écologie. Oui, c'est des emplois planqués. Ouais, c'est ça. Mais sauf que, voilà, Guillaume Kasbarian le dénonce. Il faut être politisé pour l'écouter. Je l'aime beaucoup, c'est pas le problème, mais il faut être politisé pour entendre ce message, pour savoir qu'il y a ces doublons. Il faut savoir que dès qu'il y a observatoire dans le nom ou que c'est un truc sociologique, c'est Yendouille. Il y a le CNRS quand même qui bosse bien. Ouais, mais même. Mais CNRS, ouais, mais quand même. On a Hervé Joly, tu vois, CNRS. C'est quand même des gens particulièrement pestiférés, je trouve. Enfin, pour moi, je trouve que c'est le cancer de notre pays, je le dis honnêtement. C'est des gens qui ont leur petite idéologie et qui vont tout faire pour que leurs recherches collent avec leurs idées. C'est pas la pensée scientifique. Ça, c'est vrai que parfois la sociologie est très biaisée. De plus en plus d'ailleurs. Un scientifique, c'est quelqu'un, tu vois, moi je vais te dire honnêtement, je me suis lancé j'ai commencé à toucher l'IA pour la première fois il y a 6 mois. Et j'ai pris Claude Desgroc, et en gros ce que je faisais, c'est que je lui demandais de me sortir des études économiques sur des valeurs. Tu sais, par exemple, le nombre de taxes qu'il y a dans chaque pays, le nombre de niveaux territorial qu'il y a. Tu sais, par exemple, Hong Kong, c'est un cité-État, c'est 1. La France, je crois que c'est 5. Belgique, c'est 4, tu vois. Et comparer, tu sais, je me suis amusé à faire des corrélations sur le niveau de bonheur ressenti par les individus, le niveau de santé, le patrimoine structurel du pays, parce que si un pays est giga riche, a des mannes énergétiques exceptionnelles, bah, évidemment, il a un avantage. Donc. Et en fait, je me suis amusé à faire vraiment de la science économique pour la première fois de ma vie, en n'ayant aucune base sur ça. Moi, j'ai juste fait des stats quand j'étais petit. J'ai fait des stats en école d'ingé. Et le délire, c'était vraiment de dire, OK, je vais comparer tous les pays, faire des stats, essayer de voir s'il y a des corrélations entre le nombre de taxes, le bonheur des gens, tu vois. Et en fait, il y a des fois, je tombais pas juste. Et j'étais en mode, putain, je pensais vraiment qu'il y aurait une corrélation entre ça et ça. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais je vais pas tomber dans le délire parce que je peux modifier les chiffres. Et ça se verrait jamais, c'est impossible. Impossible. C'est tellement simple de faire des études biaisées, c'est une folie. Personne ne verra. En fait, généralement, quand tu sors un papier d'études, il est repris par un journal, qui est repris par un journal, et les gens vont voir le deuxième truc. Ils vont même pas remonter au papier. Personne ne va remonter au papier. Donc la fake news, elle va s'étendre à l'infini. Et le nombre de douilles que nous ont mis des sociologues sur des trucs comme ça, tu n'imagines pas. Et moi, je suis scientifique, quand je vois ça, je suis en mode, OK, et ben la prochaine fois qu'un mec me dira que ça, c'est corrélé à ça, je lui dirai, bah non, tu vois. Je lui dirais, ne creuse plutôt ça que ça, parce que j'ai fait les analyses moi-même, en prenant toutes les stats que j'ai pu, et je ne suis pas tombé sur ce que je pensais. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces gens ne sont pas des mathématiciens, ces gens ne sont pas des scientifiques, ces gens n'ont pas fait de sciences, de vraies sciences dures, je parle. Tu sais, des maths ou de la physique. Parce que les maths et la physique, si tu essaies d'avoir une intuition sur un truc et que ça ne marche pas, tu ne feras pas marcher. Oui, parce que c'est assez binaire. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, si tu n'as pas la pensée programmation mathématique pure, ton cerveau, il ne sera pas modelé pour accepter que tu as tort. Parce que tu trouveras toujours un moyen de… Tu vois. Et je trouve du coup que ces gens sont des dangers. Quand tu avais des sciences dures, tu sais que ces gens sont des dangers pour le pays parce qu'ils sont capables de tout faire passer sous le coup de la science et ils peuvent vraiment te façonner un pays. Parce que les gens, il y a toujours ce biais de la blouse blanche. Le scientifique, tu vas le croire. Et moi, les mecs comme Hervé Joly, je pense vraiment que c'est les plus grands dangers de notre pays. Vraiment.
Bon, moi, j'ai fait sciences politiques, donc j'ai fait des sciences sociales, donc on sera d'accord pour être pas d'accord. Oui. Mais je peux t'entendre, et je peux totalement l'entendre. C'était ta phrase du début où tu disais qu'effectivement, aujourd'hui, certains servent leurs propres intérêts idéologiques en produisant des études. Ça, c'est une chose qui est absolument vraie. C'est-à-dire qu'ils partent d'un principe qu'ils veulent valider à tout prix, mais tu vois, plutôt que de chercher des causalités. Mais je vais te dire, c'est même pas le problème des sociologues. Je pense qu'il doit y avoir une grande partie des sociologues qui doivent être très sérieux et qui doivent faire en sorte. Ils font leur travail correctement. Mais le problème, c'est qu'ils buzzent pas. Parce que pour faire buzzer, il faut que tu aies un truc qui sorte du lot. Donc il faut une étude qui, le choc. Mais pour avoir une étude qui choque et qui est partagée par des politiciens, les petits gauchistes sur Twitch qui te disent non, Sardoche, tu as complètement tort parce qu'en fait j'ai une étude qui dit ça. C'est une étude pipée de A à Z. Ça, c'est des gars qui ont lu Bourdieu et qui pensent avoir compris le monde parce qu'ils ont lu un seul bouquin. Bourdieu qui a écrit à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et où on avait une société qui permettait infiniment moins de comeback social. Et Bourdieu, pour moi, reste quelqu'un qu'on peut interpréter différemment aussi selon la lecture qu'on a. Mais bon, ça, c'est comme tous les sociologues. Je suis d'accord là-dessus. J'aimerais qu'on revienne quand même à cet aspect libéral, effectivement, ces idées libérales. Donc toi, aujourd'hui, un de tes objectifs, hormis effectivement ton activité professionnelle, le stream, c'est vraiment de t'investir dans cette promotion de la logique libérale. Moi, je veux juste que les gens aient une intuition c'est quoi, c'est un réveil des consciences du coup alors? Ouais, je veux que les gens aient envie de s'intéresser et de comprendre ce qui se passe, c'est tout. Il faut qu'ils remettent un peu en question le système et se dire pourquoi. Ouais, en fait, on parle de déconstruction tout le temps, tu sais, d'un point de vue idéologique sur la masculinité, machin. Mais en fait, il faut une déconstruction économique. Il faut que les gens se déconstruisent, comprennent où va leur argent, ce qu'ils en font, et comprennent qu'il y a un vrai problème dans l'État français de gestion des thunes, c'est tout. Et je pense que quand ils remettront ça en question, ça va bien naturellement. Leurs pensées politiques ils vont commencer à voir la démagogie là où elle est, l'électoralisme là où il est, et ils vont comprendre des choses. Est-ce qu'on pourrait assister à un Sardoche en politique? Ben, en vrai, ouais, moi j'ai un rêve, mais c'est Léo Mans qui m'inspire à ça. Je trouve qu'il est très fort pour ça. Bon, c'est un député LFI évidemment, mais il est dans la vibe un peu des jeunes de ce partage. Il fait des streams aussi. Ouais. Et moi, je me vois carrément la journée à l'Assemblée. Et le soir, faire des streams. Non, le soir, faire des streams où je parle de ce qui s'est passé à l'Assemblée pendant 1 ou 2 heures, et puis après, je joue aux jeux vidéo, quoi. Okay. Où je fais du piano. Enfin, tu sais, mes hobbies habituels, je continue d'être passionné. Je pense qu'il faut tous avoir une passion autre que celle du métier qu'on pratique. Sinon, Donc député. Alors politique plutôt député plutôt que maire ou autre, ce serait plutôt une politique nationale. Je te jure que j'ai la vision. Pourquoi? Parce que le député, c'est quoi? C'est un mec qui doit être expert en tout, parce qu'il doit voter des lois. Il doit être capable de s'intéresser et de comprendre des sujets qui ne sont pas à sa portée habituellement. Donc il faut qu'il soit capable de s'entourer des bonnes personnes, de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas forcément les siens initialement, capable d'assumer qu'il n'est pas capable de comprendre et qu'il ne va pas être capable de voter ou d'avoir une position forte, de transmettre un discours et un savoir des gens qui savent, parce que c'est aussi un peu l'intermédiaire entre l'État et le peuple, et surtout de partager cette vision et d'expliquer. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui n'a pas assez en France, mais que certains députés commencent à faire, c'est expliquer leur vote. On a trop ce truc aujourd'hui de « Oh, regardez, ils ont voté pour ça, c'est une honte ». Et en fait, les 3/4 du temps, la loi, elle est plus compliquée que ce qu'on pense. Ça implique des trucs, mais en fait, voilà, c'est peut-être une loi qui existe déjà. Du coup, ça vaut pas le coup de remettre une surcouche. Donc, en fait, on vote pas contre les droits des Français, mais juste… Et du coup, on a trop tendance à caricaturer le vote des gens. Et je pense qu'il n'y a pas ce truc de « Ok, je vais faire un TikTok, expliquer, voilà pourquoi j'ai voté pour cette loi. Ça peut vous paraître dingue au premier abord, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est mon vote. » Et en fait, je me verrais tellement faire ça parce que je suis quelqu'un qui parle devant la caméra. Et il y a un autre truc que le streamer a, que doit avoir le député, c'est être capable de comprendre l'étendue du spectre de philosophie des Français. C'est que moi, dans mon chat, comme je fais du jeu vidéo, c'est pas politisé de base. Quand j'ai des textes politiques, j'ai des milliers de réactions différentes dans mon chat. Des gens qui vont s'offusquer, des gens qui vont s'énerver, des gens qui vont dire « Ouais, mais t'as pas pensé à ça parce que moi, je suis dans ce cas précis. » Et en fait, je me rends compte de trucs que j'aurais absolument jamais vus si j'étais pas streamer. Et ce truc, je pense que le député, il a besoin de l'avoir. Alors, il l'a s'il prend le temps de prendre rendez-vous avec des citoyens de sa ville, de sa circo, de discuter de leurs problèmes. Et je pense que les acteurs économiques et autres. Mais en tant que streamer, t'imagines le cheat code. Tu peux parler d'un truc et tu as instantanément les 15 avis différents qui vont écrire dans ton chat. Tu vas tout de suite comprendre la philosophie des Français vis-à-vis d'un sujet. Et du coup, tu peux être leur meilleur représentant. Tu vois. Et est-ce qu'en même temps, Internet, c'est vraiment l'endroit où on peut, qui se prête justement au débat, qui se prête un peu à la nuance et à la réflexion? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même parfois binaire. Sur Twitter, non, c'est du militantisme pur, donc chacun est dans son truc. Sur Twitch, carrément, ouais, carrément. Sur Twitch, j'y crois à 200%. Tu avais fait un débat avec Emodem, si je me trompe pas. Ouais. Bah, c'était pas vraiment un débat, parce qu'au final, moi, je faisais des concessions pour qu'on avance, elle, non. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est vraiment le lieu pour… Non, mais en fait, je pense qu'il faut reconnaître son adversaire dans un débat et être capable de se dire, OK,
cette personne-là ne veut pas débattre, donc en fait, je vais la convaincre. Cette personne-là veut débattre, donc on va avancer ensemble. Il y a deux types de débats. Et moi, j'ai pas été capable de filtrer que c'était un débat où il fallait juste que je l'humilie en bonne et due forme, que je lui sorte des papiers qu'elle puisse fermer sa gueule. Mais... c'est pour ça que je pose cette question, c'est que en fait, tu peux débattre avec quelqu'un et in fine ne pas être d'accord et c'est pas grave. Oui. Et puis même, tu peux d'ailleurs évoluer sur certaines positions. Je pense qu'on a tous, en grandissant, évolué sur plein de positions, en lisant, en se cultivant. Mais j'ai l'impression quand même que ce genre de streamer, comme Emodem, parce que je regarde quand même ce qu'elle fait, parfois j'aime bien ce qu'elle fait parfois, mais le problème c'est que c'est tellement binaire et tellement caricatural, j'ai l'impression que des fois elle s'oppose pour s'opposer. Et c'est ça le problème que j'ai avec parfois certains streamers qui s'emparent de la politique, c'est-à-dire qu'ils sont dans une posture qu'ils veulent à tout prix garder, même si c'est complètement débile, même si ça n'a aucun sens, ils veulent rester. Ouais, ils assument le zèle à 200% sur des trucs. Et les LFI, et même si LFI dit de la merde, elle sera LFI. On le voit dans leur posture ils font corps, je vais avec Raphaël Arnaud déjà. Raphaël Arnaud, il n'y a aucune dissociation, ils sont à 200% dans lui, il l'applaudit en... Je veux dire, je peux pas croire que dans les centaines de personnes qui applaudissent quand il y a des meetings machin, pour Raphaël Arnaud, il n'y en ait pas qui a un peu le sourire en coin en mode bon, ça fait chier quand même. C'est obligé. Mais ils ont une posture parce que c'est leur truc. Et c'est une bonne chose aussi politiquement, d'arriver à assumer tête baissée. Mais le problème, c'est que là, ils rentrent des fois dans des terrains un peu boueux quand même. Ils rentrent dans du zèle pour des sujets où, pour la personne pas politisée, ça fait très peur et ça va être clivant à un niveau, à mon avis, qui sera destructeur pour Mélenchon. Ouais. Toi, tu comptes t'engager pleinement là? Justement. Pleinement, ça veut rien dire parce que ça veut rien dire. Je fais encore beaucoup de jeux vidéo. Non, je pense qu'il faut que ça prenne une part de ma vie plus conséquente, c'est sûr. Ouais. Je passe de 2-3% sur Twitch à 20-30%. Et sur Twitter, que je commence à vraiment essayer de travailler. Pas juste donner mes idées et réagir, mais vraiment produire. Je produis pas, en fait. Je produis pas, j'ai envie de... J'ai commencé à faire des threads des fois, un peu des longs tweets. Explicatifs sur certaines vibes idéologiques. Mais ouais, non, sinon, faut que je travaille plus. Ouais. Ça, c'est un truc que tu aimerais faire, du coup faire des débats, faire des live débats, des choses comme ça. Bien sûr. Ouais, j'adorerais. Et je pense qu'il faut que je m'y mette vite parce que c'est long d'être fort en débat. Hein. Il y a des petits trucs à savoir, des petits trucs à faire, des petites données à avoir en tête toujours. Et ouais, moi, je suis ouvert au débat avec n'importe qui. C'est un plaisir. Toi, t'as plus peur d'être cancel, d'être comme un mec toxique. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'es passé outre déjà, ça y est, c'est assez incroyable. Hein. Franchement, c'est une position incroyable. Ouais. Parce que je n'ai plus du tout peur de rien. Ah ouais, non mais... Et alors, il y a un truc un peu triste dans cette histoire, c'est que ce qui a fait vraiment que j'ai pu avoir la liberté ultime, c'est de rompre avec ma copine. C'est un peu privé, mais le harcèlement auprès de tes proches, il t'empêche quand même de parler. Parce qu'il y a des gens quand même très très... Alors quand tu as un job, pareil, hein, quand tu as un job, t'es un CD chez quelqu'un, on peut envoyer des messages, te harceler ton employeur pour qu'il te... Au bout d'un moment, si t'es pas important pour une entreprise et que tu te fais... Le mec va te virer, quoi. Il va trouver un truc. Quand tu as une copine ou des proches qui sont dans le milieu, même un peu loin de toi, mais comme ils sont avec toi, on va leur faire porter tes idées, alors qu'ils sont pas du tout d'accord avec toi. Et du coup, pareil, ils prennent un harcèlement démesuré. Moi, c'était un truc que je pouvais pas supporter. Et à partir du moment où j'ai pris un peu ces distances et que j'étais seul, j'ai pu beaucoup plus donner mes idées, beaucoup plus m'émanciper. Et c'était ça qui aussi me gênait, me bloquait depuis 3-4 ans, mais je préférais cette vie parce que j'étais très content, très heureux. Ouais. Mais en fait, malheureusement, les aléas de la vie font que ça s'est fait. Et aujourd'hui, j'ai quand même gagné cette liberté et j'en suis très content quand même de cette liberté. Ouais. T'en as quand même souffert avant. Ouais. Ah ouais, horrible. Ah, franchement. Alors, le harcèlement, il est énervé quand même. Ça va très très loin. Hein. C'est vraiment... moi, j'ai connu 2020, c'était même pas encore politisé, juste les gens... Parce que j'étais connu, c'est même pas parce que j'avais des takes. Ils étaient énervés envers moi parce que je disais que j'étais le meilleur à mon jeu, quoi. C'était ça leur combat. Genre, ton combat, c'est il y a un mec qui dit qu'il vaut top 100 alors qu'il est top 1000, quoi. Tu vois ? Donc, en fait, je recevais la police, les pompiers tous les 2 jours, des pizzas. Ok. Ouais, tu vois, genre vraiment le vrai swatting, les mecs sont armés, quoi, tu vois. C'est pas marrant. Au bout d'un moment, t'ouvres en caleçon la porte, tu commences à être habitué, c'est le quotidien. Mais bon, ils appellent la police en disant que t'es en train de séquestrer ta femme et que tu vas te tuer. Genre, les policiers, ils sont un peu énervés. Ou le pire de tous, c'est les pompiers qui arrivent en tenue à 10 parce qu'il y a une fuite de gaz et ils pensent que ça va exploser. Et ils te font culpabiliser, quoi. Ils te regardent en mode, putain. C'est de ta faute. C'est de ta faute, ah ouais.
Qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Genre là, qu'est-ce que t'as dû branler sur Internet pour que des mecs nous appellent pour ça? Donc ouais, horrible. Parce que les mecs, tu sais qu'ils ont autre chose à foutre, quoi. Il y en a certains, ils étaient peut-être avec leur femme, ils ont débarqué en urgence, parce qu'il va se passer une dinguerie. Non, c'est trop chiant. C'est horrible. Donc après, voilà. Et le pire harcèlement, c'est celui où l'harcèlement économique, c'est genre, tu peux plus avoir la moindre opération commerciale parce que les marques sont trop frileuses. Elles se disent, putain, il va y avoir un bad buzz parce que le mec. Mais même, en fait, même pas un bad buzz parce que tu vois, je fais parler quand j'ai des techs qui sont pas, les gens sont pas d'accord, ils réagissent. Je veux dire, les gens vont pas commencer à être en mode, oh là là, ils travaillent avec cette marque, c'est une honte, je vais arrêter de tisser cette. Non, non, non. C'est des gens qui vont faire semblant qu'ils sont offusqués. C'est-à-dire, je vais te donner le meilleur exemple, c'est celui-là, il est exceptionnel. Je suis pote avec un mec en Islande qui organise des tournois d'échecs, donc c'est mon pote. Donc je sais ce qui se passe en inside. Je devais participer au tournoi, au final je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu une galère. Et du coup, je devais participer au tournoi, j'ai dit que je le faisais. Et il y a un mec qui appelle et qui fait, ouais, j'ai mon enfant qui participe au tournoi et je suis très mal à l'aise que cette personne participe à ce tournoi parce que j'ai entendu dire qu'il faisait des trucs avec des enfants. Tu vois le délire ou pas? Du coup, il envoie ce mail au gars et le gars rigole parce qu'il sait que c'est moi. Tu vois, il sait que c'est des harceleurs et tout. Mais t'imagines, t'es pas pote avec l'organisateur, il reçoit 4-5 mails comme ça parce que c'est des gens qui se mettent ensemble pour le faire. C'est trop cringe, quoi. Tu vois, c'est trop cringe. Donc finalement, tu fais des trucs avec des gens que tu apprécies, tu préviens les gens qu'il va y avoir des mails bizarres, et ça passe. Et en vrai, c'est pas du tout gênant, et limite, ils en rigolent. Mais tu vois, c'est un harcèlement qui est quand même très. Les mecs, ils ont rien à foutre, quoi. Tu vois. C'était dur d'ailleurs de justifier sur tout ça, ou tu t'es dit à un moment donné, j'arrête Non. et puis, Ah oui, me justifier. Ouais. Ouais, en fait, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est qu'en fait, c'est ma vie privée, j'en ai rien à foutre, quoi. S'il y a des trucs où les gens sont pas d'accord sur des takes que j'ai eus, sur de la façon dont j'ai traité certaines personnes, bah en fait, en fait, si les gens concernés ne voient pas de mal et ne m'en veulent pas personnellement, n'inventez pas une histoire, quoi. Genre, c'est toujours comme ça. C'était le tribunal d'Internet, quoi. Ouais, mais alors je trouve que, alors tu vois, je suis un mec libéral, donc en fait, je vais te dire que ma pensée a changé sur ça. La justice ne fait pas son travail en France. Il y a des personnes qui sont violées, qui subissent des violences conjugales horribles, et elles n'ont pas gain de cause. Et quand à voir en 4K HD, en politique ou dans le stream ou sur YouTube, leur violeur, tout grand, tout sourire, même carrément paraître attirant et tout, ça doit rendre fou. Bien sûr. J'imagine, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, tu te mets à leur place, l'État français leur dit, bah ok, vous aurez gain de cause. On commencera à traiter votre dossier dans 3 ans et demi. Tu es au milieu de ta vie, peut-être la période la plus importante de ta vie, et pendant 3 ans et demi, tu es en stand-by, tu vois. Moi, j'ai ce truc d'un peu de déprime de j'attends des messages de certaines personnes, et tant que je les ai pas, ça me bloque, tu vois, pour ce que j'ai envie de faire au quotidien. Tu sais, je suis un peu. J'imagine pas quand c'est un truc aussi grave que la justice doit me. Là, ça va être dur. Donc en fait, je comprends qu'on ait besoin de se rendre justice soi-même, de plus en plus. Et en fait, c'est juste qu'il faut que les gens aient l'esprit critique. Alors, des gens qui sont capables de balancer leur vie privée, de balancer des preuves sur leur vie privée, des fois des trucs très intimes, obligés pour donner de la légitimité à mon discours. Ceux qui ont le courage de le faire doivent être entendus. Ceux qui laissent des trucs vagues juste pour cancel un mec, à vous faire mettre, tu vois. C'est trop facile, tu vois. Donc, en fait, soit tu le fais bien, t'assumes, c'est dur, et t'es capable de faire porter le chapeau pour des souffrances à quelqu'un qui te les a fait subir. Et après, c'est aux gens d'avoir l'esprit critique, de comprendre qui mérite ou pas ma vie, mon soutien ou pas. Tu vois. Alors, c'était privé et t'as parlé de ta copine, ça je comprends. Vas-y, Mais vas-y. j'aimerais en venir à. Est-ce que tu as perdu d'autres proches? Est-ce que tu as non, des potes aucun proche. Ah non, moi, tous mes potes, proches et compagnie, ils m'ont toujours soutenu à 200%. Rien perdu. Non, non, par contre, les potes du streaming, ouais, les mecs avec qui je faisais des lives, avec qui je faisais des événements, à qui j'apportais autant qu'ils m'apportaient, bah évidemment, dès que je pouvais plus leur apporter ou qu'il y avait un enjeu de bad buzz à faire des trucs avec moi, plus rien du jour au lendemain. Oui, parce que ça reste des collaborateurs de travail. Ouais, vraiment. Non, mais ça reste du taf, quoi. Oui, c'est pas des amis. Oui, dès que l'argent est en jeu, il n'y a plus rien. Ouais. Non, non, c'est fini. Mais les potes, les vrais amis, eux, il n'y a pas eu de. Rien du tout, ouais. Ça c'est magnifique. Tous mes potes de lycée, tous mes potes de prépa, tous mes potes d'école d'ingé, je les revois régulièrement, on discute, on rigole de tout. Et ils sont alignés avec moi à 200% sur plein de trucs. Ouais. Bah, Sardoche, merci. Le temps file et t'as un rendez-vous après. Ouais. Donc, on peut dire le type de rendez-vous, pas avec qui qui rejoint un peu cette interview. Allez, on va plutôt dire ça. Bah, on va dire que c'est dans l'esprit. Qui rejoint un peu le thème de l'interview qu'on a. C'est dans les pistes que j'explore pour les législatives. Ah ouais, tu vas jusque-là. Ouais, bah en fait, non mais je veux dire, j'ai envie de me rapprocher de la vie politique et donc oui, c'est des acteurs politiques que je commence à rencontrer pour essayer de
de construire quelque chose. En fait, même sans mon intérêt personnel de est-ce que je vais en tirer quelque chose, parce que moi, demain, je serai député, j'accepterai de pas toucher de salaire, tu vois. Vraiment, je suis dans cette vibe où je veux montrer que mes opinions sont... Le François Ruffin libéral. Ouais. Tu sais, je suis au-dessus de tout ça. Pour autant, j'imposerai pas les gens de pas être payés, mais je veux dire, je veux prouver aux gens que mes opinions sont plus importantes que l'oseille que j'aurai à me faire. Parce que encore une fois, je veux façonner la France pour y faire des enfants. Et donc, je veux savoir comment je peux apporter à ce pays à des gens qui sont acteurs, tu vois, de cette vie politique. Ouais. Voilà. Sardoche, merci encore. Avec plaisir.